Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Suède, dans un port discret à l'est de Stockholm, le 9 août 1945. Il est 8 heures du soir et le ciel rougeoie. Un vieux bateau à voile est en train d'appareiller. Il s'appelle l'Erma, ce voilier. Et sur le pont de l'Erma, 16 passagers. Il y a 7 hommes, 5 femmes. Ils ont plus ou moins la trentaine. Il y a quand même 2 grands-mères de 60 ans. Il y a aussi 4 enfants. 2 familles en réalité et 5 célibataires. La plupart sont des gens blonds aux yeux clairs, au teint pâle. Ce sont des Estoniens. L'Estonie est vraiment très proche de Stockholm, de l'autre côté de la mer Baltique, mais ce n'est pas du tout leur destination, parce que leur pays, l'Estonie, vient d'être annexé par l'Union soviétique de Staline. Et s'ils prennent la mer, tout au contraire, c'est pour fuir le plus loin possible. Ils veulent mettre entre Staline et eux un océan entier. Ils ont bien l'intention de traverser l'Atlantique et d'aller se réfugier aux États-Unis. Le voyage est quand même doit faire 15 000 kilomètres. Tout ça au péril de leur vie. Il va falloir naviguer d'abord à travers la mer Baltique, puis la mer du Nord, puis l'océan lui-même. Et les voilà donc sur le pont. Les grands-mères, les jeunes grands-mères, vous l'aurez compris, ont quitté les cabines, les enfants ont cessé de jouer. Paul, le mécano du groupe, amorce le vieux moteur. Harry, le capitaine, largue les amarres et l'Erma commence lentement à s'écarter du quai. On met donc le cap à l'est dans les méandres de l'archipel de Stockholm. Le premier but, le premier cap, c'est la mer Baltique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour comprendre la situation désespérée de ces Estoniens en 1945, il faut rappeler que leur pays a été envahi à 3 reprises. Une première fois en 1940 par l'Union soviétique. Staline a ordonné la déportation de 13 000 Estoniens vers la Sibérie. Deuxième fois en 1941, évidemment dans l'autre sens, si je puis dire, par les nazis qui vont déporter les Juifs, les Finnois et tout ce qu'il y a de résistants en Estonie. Et donc une troisième fois, là en 1945, retour des Soviétiques, avec de nouveau de la part de Staline la déportation de 50 000 Estoniens. Et en voilà 30 000 qui s'enfuient vers la Finlande, qui vont en Suède à travers la mer Baltique. Plutôt mourir en mer qu'en Sibérie, disent certains. C'est le cas de nos 16 Estoniens. Ils sont réfugiés à Stockholm, où ils se croient en sécurité. Seulement en mars 1945, l'Union soviétique exige le rapatriement de tous ses citoyens. Et les réfugiés vont recevoir une lettre du gouvernement suédois qui leur demande poliment de bien vouloir rentrer dans leur pays. Voilà pourquoi, un soir de mars 1945, donc à Stockholm, 5 amis se retrouvent chez l'un d'eux au coin du feu. Les marins Harry et Arvid, leurs femmes Hélène et Nora. Et puis il y a Voldemar qui est un historien célibataire. Ils ont tous la petite trentaine et ils sont littéralement terrifiés à l'idée de devoir repartir en Estonie pour d'être expulsés de la Suède, si vous voulez. Ils savent que s'ils rentrent chez eux, ce sera le goulag assuré. Harry propose « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, à attendre tôt ou tard, on va nous renvoyer d'ici. Il faut prendre un bateau et partir pour l'Amérique. » Alors on discute, évidemment, on pèse tous les risques et dans la nuit, on va finir par se décider. Oui, ces réfugiés vont prendre la mer et vont partir vers les États-Unis. Avec leurs maigres économies, ils achètent donc ce vieux rafio, là, l'Erma, 60 ans. Un bateau de plaisance côtière pas du tout taillé pour la haute mer. Il n'a pas du tout été conçu pour. 11 mètres 30 de long seulement, 4 mètres de large. Ça ressemble plutôt à une sorte de grosse coquille de noix, si vous voulez, avec 3 cabines minuscules. Pour partager les coûts, pour acheter un moteur, il propose la traversée à d'autres Estoniens, par exemple à Aino. Voilà comment se constitue l'équipe. Dans son récit Cap sur la liberté, un récit qui a été publié en 1947, Voldemar Vidam, qui était donc historien, raconte « Mon ami Aino est arrivé avec moi. Je lis de l'admiration dans les yeux des femmes. C'est vrai que Aino est beau, grand, mince, avec les yeux gris, une toison de boucles blondes, il est habillé impeccablement, il parle peu, mais sa manière d'être est charmante. Il avait fui l'occupation allemande pour éviter l'enrôlement forcé dans l'armée nazie. Lors de l'invasion russe, il s'était évadé par la Finlande. Plus de la moitié de sa famille a été déportée par les Russes. » Comprenez mieux la motivation de ces personnes, bien sûr.
Alors, on équipe le bateau, hein, on est au port, et voilà qu'un jour, alors qu'on est en train justement de s'affairer sur ce voilier, un homme s'approche. Il a un âge moyen, petite taille, il est coiffé d'un feutre mou avec des lunettes rondes. Il va rester un moment à regarder ce qui se passe, il les épie et soudainement, il disparaît. Et là, Harry et Voldemort en sont persuadés. Ils se disent que c'est un agent du NKVD, c'est-à-dire de l'ancêtre du KGB, hein, des services spéciaux soviétiques. Il faut vraiment accélérer maintenant les préparatifs, et les voilà qui, dans ce crépuscule rougeoyant du 9 août 1945, commencent déjà à s'éloigner. Les 16 Estoniens vont passer en mer la première nuit de leur traversée. Il faut s'habituer d'abord à la promiscuité. Voldemort tombe de sa couchette, il va finir sa nuit au sol. Le matin, la brise se lève, Harry et Arvid hissent la grand voile. Ça paraît encourageant tout ça. Le soleil brille, on a fait du café chaud, on a des pains suédois en réserve. Bref, il y a comme un parfum de liberté, d'évasion dans cette affaire. Il s'agit dans un premier temps de longer la côte suédoise au sud, seulement le soir. Lorsqu'ils vont faire leur première escale, un vieux marin les met en garde. Je vous conseille de ne pas passer par la côte. La nuit, les torpilleurs et les sous-marins russes tirent sur tout ce qui bouge. Pas mal de bateaux ont disparu, corps et biens. Si j'étais vous, j'emprunterais le canal de Gotha. On n'y croise aucune patrouille russe. Ce canal de Gotha, il traverse la Suède d'est en ouest. C'est toute une suite de lacs qui ont été réunis les uns au bout des autres. Harry, le capitaine, décide de suivre les conseils de ce vieux sage, si je puis dire. Et 9 jours plus tard, les voilà qui vont. Et parce qu'ils ont pris le bon parti, parce qu'ils ont eu raison d'emprunter ce canal, les voilà qui arrivent sains et saufs en mer du Nord. Et là encore, il y a un choix, soit une alternative, soit on passe au sud, soit on passe au nord de la Grande-Bretagne. Ils pourraient rejoindre l'Atlantique par la Manche, me direz-vous, mais ils savent que les Français renvoient les réfugiés baltes en Union soviétique. Et pour éviter ça, eh bien, ils vont préférer la route nord. Donc, ils mettent le cap, ils font cap sur l'Écosse. Alors évidemment, la mer n'est plus tout à fait la même. Là, ça bouge plus, on voit bien qu'il y a des courants profonds, l'eau devient bleu-verte, c'est la couleur du large. Et maintenant, on peut dire que le danger, ça ne va plus être les Russes ou même les Français. Le danger, tout simplement, c'est la haute mer. Vous écoutez Radio Classique. Les côtes suédoises sont loin maintenant, ça fait 2 jours qu'ils sont partis, et ce sont les conditions climatiques qui deviennent le principal problème de nos réfugiés, de nos fugitifs. Ils sont au large, là, entre la Suède et l'Écosse, et évidemment, les températures chutent, les nuages s'amoncellent, le baromètre ne va pas bien du tout. Je cite de nouveau Voldemar Vedam. Au crépuscule, le vent souffle en tempête. Le mât semble ployer sous la terrible pression des voiles. Les lames déferlent sur le bâbord avec un grondement et un sifflement d'express. De temps à autre, une masse d'eau s'abat, inondant le pont d'eau tourbillonnante, blanche d'écume cette eau, Dans la cale, l'eau monte dangereusement, alors il faut bien essayer d'écoper, on pompe jusqu'à l'épuisement, et soudain, Arvid, le marin, s'écrie « Il y a une voie d'eau à l'avant !» Et oui, cet Herma, décidément, est une véritable passoire. On peut dire que le voilier est en train de couler, tout simplement. Il va falloir maintenir le bateau à flot, et tout ça pendant la tempête. Alors les réfugiés se résignent à ce moment-là à faire route vers la Norvège. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller directement en Écosse. Au port, ils vont mettre le bateau à sec. Ils vont découvrir à ce moment-là avec horreur qu'une partie de la coque est littéralement rongée par les termites. C'est pour ça qu'il coûtait pas cher ce bateau. Ils vont devoir clouer des plaques de cuivre sur la coque en espérant que cette espèce de rafistolage un peu hâtivement opéré va tenir jusqu'en Amérique. Et puis les voilà qui reprennent la mer, à nouveau en direction de l'Écosse. Nous sommes maintenant à la fin d'août. Un soir, au crépuscule, Arvid bondit de la proue jusqu'à l'arrière, il saisit la barre, et voilà que d'un seul coup, il braque la barre à bâbord. Donc, mine à tribord, hurle-t-il. Le bateau pivote juste au dernier moment, il passe à quelques centimètres d'une mine qui était là à flotter entre deux eaux. Ils ont vraiment failli partir en fumée. Un matin de septembre, les voilà qui atteignent une côte ensoleillée. Oui, ils sont en Écosse. Ils vont accoster à Fraserburgh. Les officiers d'immigration ne sont pas très regardants sur les formalités en Écosse. Ils seraient même plutôt inquiets. Vous ne comptez quand même pas traverser l'Atlantique dans cette barcasse avec des femmes et des enfants, mais c'est de la folie, leur disent-ils.
Quelques jours plus tard, après avoir traversé le canal calédonien qui relie la mer du Nord à l'Atlantique, au nord de l'Écosse donc, hein, ils se jettent, ça y est, dans l'océan. Les voilà prêts à traverser l'Atlantique. Enfin prêts, je ne sais pas, en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils vont être pris dans un contre-courant dans un premier temps, qui les pousse sur des récifs de l'île de Seille. Le capitaine Harry, son second Arvid sont désorientés. Disons les choses, ils commencent un peu à paniquer. Le bateau là n'est plus qu'à 50 mètres des récifs, c'est trop tard pour allumer le moteur. Une des grands-mères, qui est femme de marin, intervient. Le bateau cule, inversez la barre, donnez du vent, venez, vent arrière, il faut reprendre de l'air, dit-elle. On se rend compte qu'elle est bonne navigatrice, en fait. Mais alors on lui obéit parce qu'elle sait ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Et grâce à elle, l'Erma va éviter in extremis les récifs qui n'étaient plus qu'à quelques mètres. On peut remercier la grand-mère et son sens de la mer. Ensuite, eh bien, il va falloir longer l'Irlande, comme nous le raconte Pierre Anquetin, qui a préparé l'émission de ce matin. Faire cap directement sur Madère. Ils veulent trouver, nous dit-il, les alizés et traverser l'océan au portant. Mais plus ils descendent et plus le vent se tarit, ils se retrouvent encalminés pendant des jours et les provisions à ce moment-là commencent à manquer. Des vivres ont été gâtés par l'humidité, l'eau douce se fait rare, enfin. Un matin, on est là à ce moment-là le 10 octobre, Voldemar aperçoit un point à l'horizon. Je le cite lui encore, c'est lui qui nous raconte cette histoire. 2 pyramides bleutées se dressent au loin, semblables à des nuages. C'est Madère, île principale de l'archipel. Ils grandissent lentement. Au crépuscule, on distingue les flancs de la montagne. Madère est portugaise, hein, vous savez. À Funchal, c'est la police de Salazar, le dictateur portugais de l'époque, Salazar, qui accueille nos réfugiés. Les policiers leur interdisent de descendre du bateau. Pour eux, tous les Estoniens sont des communistes. C'est une question, c'est un principe. C'est quand même un comble quand vous savez que précisément les nôtres là sont en train de fuir le communisme. Finalement, après 8 jours d'attente, après un interrogatoire qui n'en finit pas au commissariat, ils vont être autorisés à repartir. Et cette fois, c'est une traversée de 5000 milles qui les attend pour atteindre l'Amérique. La grand-mère le répète, mieux vaut se noyer que de rentrer. Ils n'ont de toute façon aucune intention de faire machine arrière. Les jours suivants se passent bien, disons-le, presque paradisiaque. Joli soleil, brise régulière, l'Erma vogue sous les alizés et durant ces journées, eh bien, on se met à rêver d'une nouvelle vie. Aino veut finir ses études de pharmacie, Voldemar veut exercer son métier d'historien, ce qui était bien sûr impossible et sous les nazis et sous les soviétiques. Harry se voit parcourir l'Amérique du Sud, Paul voudrait se mettre à son compte. Maya donne des cours d'anglais aux enfants à bord du bateau et un jour on voit un cachalot qui fait, 15-20 mètres de long et qui manque de renverser les embarcations. Ils l'ont encore échappé belle. À la fin du mois de novembre, ils estiment qu'ils ne sont plus très loin. Ils commencent leur remontée. Ils font route maintenant vers les États-Unis et c'est à ce moment-là que la météo se dégrade, que la mer est démontée avec des vagues qui atteignent des hauteurs gigantesques. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah là, la tempête est extraordinaire avec des lames qui soulèvent le navire et quand d'un seul coup on redescend, c'est pour découvrir qu'il y a à l'horizon des rangées de lames identiques, une tempête qui va durer pendant 3 jours et 2 nuits, qui va épuiser les passagers de l'Erma et surtout une tempête qui va les repousser très au large. Ils sont maintenant complètement à l'opposé de l'Amérique. On est début décembre 45 là. Nos 16 réfugiés sont transis de froid. Ils ne sont pas du tout équipés pour affronter les éléments et pour affronter l'hiver. Ils n'ont plus de provisions, disons les choses. Il faut manger un petit verre de riz par jour maintenant. Et le 12 décembre, ils sont à 50 miles seulement d'Atlantic City, à 150 km de New York. Ils sont là tout près du but quand une nouvelle tempête se lève. Elle les a surpris, celle-là, et elle les repousse, mais alors cette fois très au sud. Elle annule presque la distance qu'ils ont parcourue en 1 semaine, vous vous rendez compte, alors qu'ils n'ont plus de vivres et qu'ils sont à bout. Et de nouveau, on est en pleine mer, et il n'y a plus de moteur, et la cuve de fuel est à sec, et il n'y a pas de chauffage, et non seulement il n'y a plus de vivres, mais il n'y a quasiment plus d'eau douce. Ils sont condamnés. Le seul espoir maintenant, ce serait de rencontrer un autre navire. Harry était à la barre et je pompais quand Hélène est arrivée sur le pont, raconte Voldemar. Elle s'est tenue debout pendant un moment, scrutant la mer sans mot dire, puis elle a pointé du doigt
et crié, nous avons regardé à travers la neige qui tombait et nous avons vu un navire. Il se dirigeait vers nous à un quart de mille de là. Ah, c'est un navire américain, hein, de l'US Navy. Tout va bien à bord, demande le capitaine. Non, nous manquons d'eau, de vivres et de mazout, répond évidemment l'autre petit capitaine. Quand les Marines comprennent qu'ils ont affaire à des réfugiés baltes qui ont traversé l'Atlantique pour fuir Staline, vous imaginez, ils sont ébahis. Alors, on va ravitailler l'Herma, on leur donne du jambon, du cacao, du lait, des vêtements chauds, on fait le plein de fioul, de quoi finir la route. Sauf que le lendemain, on dirait vraiment que c'est un fait exprès, l'Herma va perdre son hélice. Ah, il était vraiment grand temps d'arriver. Le 14 décembre, à 8h30, Nora va crier « Terre !» Et cette fois, c'est l'Amérique enfin. Après 127 jours de navigation, et oui, on était parti en août, on est maintenant à la mi-décembre. 127 jours depuis Stockholm, 58 jours depuis Madère. On peut arroser ça avec une bonne rasade de cognac. C'est du cognac que les Marines avaient offert. On boit à l'Amérique, on boit à la liberté, ajoute Arvid. Et le lendemain, c'est sous la neige que nos réfugiés atteignent le port de Norfolk, en Virginie. Ils sont accueillis par des Marines qui se sont attroupés sur le quai pour les observer débarquer. Les 4 enfants descendent les premiers avec leurs parents, puis les célibataires. Il faut imaginer ces réfugiés épuisés, plus qu'amaigris par les semaines de jeûne, la peau parcheminée par le soleil et par le vent et les embruns. On les conduit au chaud, on leur prépare du café bien chaud. Et puis dans les jours qui suivent, eh bien, ça y est, enfin ils peuvent se laisser envahir par le seul sentiment dont ils avaient vraiment rêvé, celui de la sécurité, ne plus être sur ses gardes, ne plus se sentir en danger. On avait presque oublié ce que c'était depuis tout ce temps. Les articles de presse vont se multiplier, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, pour évoquer l'épopée des Vikings de la liberté. On va en faire un véritable sujet dans ces débuts de guerre froide. C'est presque des articles de propagande. Ils vont obtenir d'abord un visa de séjour aux États-Unis pour 6 mois, et puis la naturalisation après quelques années, avec plus ou moins de facilité, il faut quand même le dire. Ils deviendront, bien comme ils le voulaient, journalistes, chercheurs en laboratoire, employés municipaux à Miami, un autre à Chicago, ingénieur chez Boeing. Et puis, certains vont rester marins. Ce sera le cas de Harry, David et de Paul. Quant à l'Herma, cette espèce de bateau qui les avait beaucoup fait souffrir, mais qui en même temps les a conduits vers la liberté et la sécurité, l'Herma coulera à son ponton aux alentours de 1965. De tous les passagers, seuls 2 des enfants et leur mère auront l'occasion de retourner en Estonie. Mais ça, ce sera en 1991, après la chute de l'Union soviétique. Et là, ce sera dans de bonnes conditions, par avion et en tant que touriste. Vous écoutez Radio Classique.